morning to Le président, bonjour à tous. could the register Bonjour à tous. Donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, citer l'affaire? La greffière d'audience, bonjour, mesdames, messieurs les juges. Il s'agit de l'affaire IT 0588-2-T. L'accusation contre Limir. Le président, je vous remercie. Nous sommes encore en train d'écouter vos propos liminaires. Monsieur le procureur, vous avez donc la parole. Monsieur Tailleur, je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à tous dans le prétoire. Bonjour, Madame, Messieurs les juges. Nous en étions restés aux conséquences épouvantables de la politique de la directive numéro 7 qui rendait la vie intolérable pour les populations musulmanes de la Srebrenica et Zepa. Et donc, la VRS étranglait lentement l'enclave, étranglait toute possibilité de survie. Et pendant tout ce temps, la VRS a toujours essayé de conserver la possibilité de monter une attaque directe sur Srebrenica afin d'atteindre ses objectifs stratégiques 1 et 3. Donc ici, nous avons un ordre de l'état-major général datant du mois de mai 1995. Et nous voyons bien quel est son objectif en lisant le titre. Stabiliser la défense et créer les conditions permettant la libération des enclaves de Zepa et de Srebrenica. Si l'on étudie le premier paragraphe de ce document, on y voit référence aux informations collectées, c'est-à-dire donc les renseignements obtenus par le biais de M. Tolimir, du général Tolimir. Donc le fait que les musulmans préparent des opérations intensives pour lancer des opérations dans les zones de Tuzla-Kladian en vue de séparer le territoire de la République Srpska et de reconnecter les enclaves à la partie centrale de ce qui était appelé la Bosnie-Herzégovine pour aller jusqu'à la Drina. Donc, le but était donc d'empêcher cette opération empêcherait la réalisation des objectifs stratégiques des Serbes qui voulaient avoir la rivière Drina en tant que frontière pour leur État serbe unifié. Donc, on voit, au cours de ce procès, nous allons voir les ordres suivants venant du corps de la Drina, basés sur cet ordre de l'état-major général pour réaliser justement ces objectifs, mobiliser les forces, les préparer au combat, afin de libérer ces enclaves en mai. Et il y aura aussi des ordres supplémentaires du corps de la Drina disant nous ne pouvons pas faire parce qu'on n'a pas assez d'effectifs. Mais vous verrez que le corps de la Drina a toujours essayé de réaliser les objectifs 1 et 3, les objectifs stratégiques 1 et 3, et ce, afin d'être en position le temps venu pour prendre la mesure nécessaire et la mesure décisive pour obtenir les enclaves. Et nous avons toujours le général Tolimir qui se trouve en haut du système de renseignement, qui essaie de savoir ce qui se passe, ce que l'ennemi veut faire, comprendre quel est son état, quel est l'état de son moral, ses intentions, ses plans. Et il rédige des rapports pendant le mois. En mai, par exemple, quelques jours après cet ordre de l'état-major général, on voit qu'il poursuit toujours les opérations de reconnaissance et qu'il prépare la disposition de ces unités. Autre préparation importante pour cette attaque décisive sur l'enclave de Srebrenica ont été pris à la fin du mois de mai 1995. Vous vous souviendrez sans doute que j'ai abordé à plusieurs reprises, que j'ai mentionné à plusieurs reprises au point d'interprète, le programme d'observation ECHO, qui est
était un coin de l'enclave qui se trouvait en fait sur l'axe est-ouest de la région de Zeleny-Zadar, un endroit absolument important du point de vue militaire. Le général Tolimir y a attaché une attention très importante au début de l'année 95. On en a déjà parlé vendredi d'ailleurs. Vous verrez qu'à la fin mai, il y aura des ordres du corps de la Drina qui seront émis en but d'empêcher ce point d'observation des Nations Unies de fonctionner. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Les Serbes ont attaqué ce poste d'observation avec des mitraillettes, des mitrailleuses, à la roquette. La tour d'observation a été endommagée et les personnes chargées du maintien de la paix ont dû quitter ce point d'observation. Nous verrons d'ailleurs sur une vidéo un discours du commandant du corps de la Drina, le général Zivanovic, discours fait le 12 juillet, célébrant la chute des Srebrenica et confirmant que c'est l'attaque de ce point d'observation qui a été le début et le déclenchement de la prise par la VRS de l'enclave de Srebrenica. Il a dit, je cite, au début de juin, à la fin mai très exactement, nous avons commencé à mettre en œuvre les préparatifs et nous avons pris Zeleny-Zadar et nous avons et tester ce que l'expulsion de la Fort Pronu avec des armes pourrait donner. Un grand nombre de soldats ont été impliqués et finalement il n'y a pas eu de victimes ni de blessés et les conditions se sont donc améliorées doucement pour arriver au point où nous en sommes maintenant. Fin de citation. Donc vous verrez l'importance de cette action militaire. Le Fort Pronu s'en est bien rendu compte d'ailleurs car elle a signalé que la VRS voulait utiliser la force contre les soldats chargés du maintien de la paix. Et vous entendrez que le général Tolimir, le général Gvero et le général Mladic ont dit à ce moment-là à la Fort Pronu, en plein milieu de cette attaque de la VRS en juillet, qu'ils n'attaqueraient jamais la Fort Pronu et qu'ils ne ferait jamais. Or, nous montrerons bien que lorsque les Nations Unies faisaient obstacle à la VRS était prête à prendre les soldats chargés du maintien de la paix en otage, en faire des otages, à les menacer, à menacer de les tuer, à tirer directement sur les postes d'observation, à tirer sur les postes de la Deutsche Bahn avec des roquettes, avec des chars, alors que les casques bleus étaient à l'intérieur. Donc ils savaient très bien jusqu'où pouvaient aller. Ils savaient que s'ils allaient un peu trop loin, les Nations Unies pourraient invoquer la possibilité d'utiliser les frappes aériennes. La seule arme que les forces, que les casques bleus avaient à l'époque d'ailleurs, parce que sur le terrain, les casques bleus à Srebrenica ne pouvaient pas faire grand-chose du fait des restrictions données par la directive numéro 7. Donc la seule chose qu'ils auraient pu demander, c'était des frappes aériennes. Et nous verrons qu'à la fin juin, il y aura de nouveaux rapports de fin juin. Toujours l'œil sur les enclaves, se concentrant sur les intentions des combattants dans les enclaves. Et il y a des rapports venant de général Tolimir selon lesquels il fait rapport de raids et de raids de sabotage fait par les musulmans qui ont eu pour conséquence la mort de soldats et de civils serbes. Il sera fait référence à ces raids, principalement sur un village appelé Visnica, où des civils ont été tués par des saboteurs musulmans. Mais vous verrez en fait, Madame, Messieurs les juges, que ces attaques par des escouades de sabotage musulmans n'ont servi de prétexte à la VRS pour lancer les dernières actions en vue de réaliser leurs objectifs stratégiques 1 et 3, qu'ils avaient toujours en tête dès le début. Donc en juillet, la VRS a pris sa décision, elle va attaquer Srebrenica.
À l'écran, vous voyez un ordre du général Jovanovic, corps de la Drina, ordre demandant que l'on lance l'attaque contre Srebrenica. Donc il s'agit d'un ordre demandant des activités de combat, opération numéro 1. 2 juillet, cette opération est appelée Kriava 95. Donc, et ici, il est fait référence explicite à la directive 7 et à son suivi 7 points, le point 7 alinéa 1. Le commandement de la corps de la Drina, en application de cette directive opérationnelle et au vu de la situation du corps, est chargé d'activités offensives avec les forces libres dans la zone du corps de la Drina afin de séparer les enclaves de Zepa et de Srebrenica le plus rapidement possible. On a déjà entendu tout cela. On a déjà entendu parler de cet objectif qui est de séparer les enclaves, d'être sûr que ces enclaves soient parfaitement séparées l'une de l'autre afin qu'elles ne puissent plus communiquer, qu'il ne puisse plus y avoir de transfert de personnes entre ces deux enclaves, qu'elles ne puissent plus se défendre. Il s'agit d'un objectif militaire légitime en vue d'obtenir la démilitarisation totale des enclaves. Mais cela dit, le général Zivanovic, à nouveau, va un peu plus loin, puisqu'il donne l'ordre que l'armée réduise le territoire des enclaves uniquement à leur zone urbanisée. Ce qui exigeait bien sûr que l'on repousse les civils dans cette zone urbaine extrêmement réduite. Dans les enclaves de Srebrenica et de Zepa. La VRS et le général Tolimir savaient très bien que ceci créerait des conditions où il serait impossible de vivre. Que des populations qui seraient épouvantables pour... des conditions de survie épouvantables pour les populations musulmanes dans ces enclaves. Et ils savaient que, de ce fait, il y aurait exactement le même désastre humanitaire que celui qui avait déjà été infligé en 1993. Et ils savaient très bien ce qu'ils avaient vu en 93. Vous vous souvenez de la vidéo, les gens qui s'accrochent à ces autocars du HCR pour pouvoir sortir de l'enclave. Puis les gens qui sont écrasés, qui suffoquent, qui veulent absolument sortir de l'enclave. Eh bien, le général Tolimir et la VR savaient très bien en 1995 que cette situation... se dupliquerait, serait exactement la même, mais elle serait même pire, puisqu'en juillet 1995, la directive 7 avait été mise en œuvre, et ce, de façon impitoyable depuis des mois. Donc soyez sûrs, mesdames, messieurs les juges, qu'il y avait des officiers de police, de la police militaire qui étaient à des checkpoints et qui empêchait un convoi d'humanitaire d'entrer. Peut-être cela ne savait pas grand-chose, ne savait pas vraiment quel était le but ultime. Mais au niveau le plus élevé, au niveau de la VRS, comme au niveau du général Tolivis, eux, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient faire. Vous avez vu les lois et les règlements de la VRS qui incorporaient les conventions Genève et les crimes contre l'humanité. Donc ils savaient extrêmement bien ce qu'ils faisaient. Ils savaient très bien que ce qu'ils faisaient était une erreur, était mal, était un crime. Ils savaient très bien que le fait de ne pas permettre au convoi d'arriver, c'était un crime, que chaque convoi qui ne pouvait pas entrer dans l'enclave ne faisait que faire empirer la situation pour la population civile qui attendait ces convois. Ils savaient que c'était exactement la même chose qu'en 1993, mais ils ont continué. Donc, par ces mots-là, mots prononcés en juillet 1995,
Le plan de combat Kriava 95, au vu des conditions qui existaient à Srebrenica en juillet 95, était en fait un ordre qui visait à mettre en œuvre les orientations de la directive 7, qui était de rendre la vie impossible pour les populations musulmanes à Zepa et à Srebrenica, pour qu'il soit impossible d'y survivre. Donc le fait que les populations civiles aient quitté ces enclaves n'a pas du tout été une conséquence marginale ou collatérale de cet ordre de combat. C'était absolument le but, en fait, de l'ordre des... On voulait que les musulmans quittent ces enclaves urbaines. Il s'agissait, en fait, de l'objectif même des combats et des ordres qui avaient été donnés pour lancer ce combat. Et en août 95, le président Karadzic lui-même, à nouveau, va reconnaître que cette opération est d'une importance stratégique et que tout ceci, que ces opérations lancées contre Srebrenica et Zepa avaient une importance stratégique. Il le dit d'ailleurs lors de la 53e Assemblée nationale le 28 août 95. Je le cite. « Nous ne pouvons pas les laisser penser qu'ils peuvent nous prendre nos territoires traditionnels. En fait, il y a des villes que nous avons prises pour nous où nous ne sommes que 30%. Je peux vous en donner je peux vous donner quelques noms à ce propos. Mais il y a d'autres villes que nous ne pouvons pas abandonner, où nous sommes 70%. Souvenez-vous, il ne faut pas que ça se sache, mais souvenez-vous combien nous étions à Bratunac, combien ils étaient à Srebrenica, à Visegrad, à Rogatica, à Vlasenica, ou à Zvornik, etc. Du fait de leur importance stratégique, ces villes devaient nous appartenir. Et d'ailleurs, personne ne remet ça en question. En tout cas, plus maintenant. C'est écrit noir sur blanc. Il reconnaît que ces enclaves musulmanes étaient principalement musulmanes, mais que pour des raisons stratégiques, elles devaient devenir serbes. Et c'était d'ailleurs l'objectif de Kriava 95. Kopitsla a été envoyé à l'état-major principal. Et nous allons voir comment, grâce au général Tolimir, avec les contributions du général Tolimir, l'état-major principal a réussi à neutraliser la Fort Pronu dans le cadre de l'attaque contre Srebrenica et à faciliter donc la capture par la VRS de l'enclave. Passons à l'attaque maintenant. Ça a commencé le 6 juillet avec des chars de la VRS, l'artillerie, bombes aériennes, mortiers, roquettes, mitrailleuses lourdes. Tout ceci, on a pilonné l'enclave. Nous entendrons le commandant adjoint du Dutch Bat, le commandant Franken, qui a dit que le pilonnage de Srebrenica se faisait au hasard et que le Dutch Bat transportait déjà des civils à l'hôpital de Srebrenica, des civils qui avaient été blessés dans le cadre de ce pilonnage. Ici, à l'écran, nous voyons un document émanant d'un rapport des observateurs des Nations Unies, des UNMO, rapport d'une personne dont nous entendrons énormément parler, que nous verrons souvent aussi dans les clips vidéo, un officier appelé Joseph Kingori, qui se trouvait à Srebrenica lorsque les obus ont commencé à pleuvoir. On voit ici un rapport offensive de la BSA. La BSA, il s'agit d'un autre sigle pour la VRS et qui identifie toutes sortes d'armes, donc l'artillerie, armes d'artillerie qui tombent sur Potocari, Srebrenica. Donc jusqu'à présent, au moins 250 obus d'artillerie et obus de mortier ont été observés jusqu'à présent.
Il y a confirmation de différentes victimes. On voit aussi que les roquettes sont tombées sur l'enceinte du Dodge Bat. Et le point d'observation Foxtrot est lui aussi sous les tirs directs par obus de la VRS. Le colonel Kongori a dit que l'OP Foxtrot a fait l'objet de pilonnage direct à plusieurs reprises, ce qui a d'ailleurs détruit la tour d'observation de ce point d'observation. Ensuite, il a dit qu'un civil a été tué du fait de ces pilonnages et qu'un jeune garçon a été blessé. Il a dit que lorsqu'il se trouvait dans Srebrenica, il se rendait compte que les obus tombaient par cinquantaines à la fois et balayaient la ville dans un sens, puis il y avait un léger calme et le pilonnage repartait dans l'autre sens. Le pilonnage a été fait à l'aveugle ou aléatoire, en frappant des cibles civiles, causant énormément de blessures. Et les points d'observation de la Dodge Bat et les positions de la Dodge Bat ont été visées aussi, avec toutes sortes d'armes. Donc, on ne visait pas tant l'enceinte des Nations Unies à Potocari, mais l'entrée de cette enceinte pour obliger les casques bleus à rester à l'intérieur de l'enceinte. Lorsque les casques bleus, plusieurs jours après l'attaque, ont reçu l'ordre de se mettre en position permettant de bloquer le sud de l'enclave pour essayer de faire une digue contre la VRS, eh bien, vous verrez que les casques bleus ont été l'objet de tirs d'obus, alors qu'ils se trouvaient même en position de défense pour essayer de faire barrage à la VRS. Nous avons maintenant ici un rapport de combat intérimaire. J'ai parlé de l'importance des rapports qui faisaient partie du professionnalisme même de cette armée. Et ici, nous avons un rapport venant du point avancé de Privitchevac, qui se trouve à l'est de l'enclave de Srebrenica, où était établi le point de commandement du général Kirstich, qui permettait d'ailleurs une bonne vision de l'enclave. Donc on voit sur cet ordre, et je cite, suite à l'ordre de l'état-major principal de la VRS et la décision du commandant de la corps de la Drina de diviser les enclaves de Srebrenica et de Zepa l'une par rapport à l'autre, ou de les isoler. Donc la décision est prise de poursuivre l'opération de façon énergique afin d'isoler complètement les deux enclaves l'une de l'autre et de les réduire à leur cœur urbain uniquement. Donc c'est ici. Donc on parle ici d'un petit réseau de ruelles, de bâtiments. C'est cela en fait qui est ce cœur urbain. Et la population ne doit plus pouvoir vivre que dans ce cœur urbain de l'enclave. C'est le but de la VRS, nous le voyons dans ses ordres. Et vous verrez que le général Kirstich a, ce jour-là, cette nuit-là d'ailleurs, lancé un ordre d'attaque. Dans l'intervalle, et nous le voyons dans ce rapport des observateurs des Nations Unies, que l'enceinte des
du Dutch Bat est pilonné. Il y a encore des obus qui tombent sur Srebrenica. King aurait dit d'ailleurs que l'un des casques bleus est mort à l'hôpital de Srebrenica. Le colonel Kingery en parlera d'ailleurs. Il en parlera lui-même. C'était quelqu'un qui essayait de s'en sortir. Donc, ici, rapport suivant, en date du même jour, 14 heures. L'offensive de la VRS augmente en intensité, quel que soit leur but. Ils semblent se concentrer sur les cibles civiles de Srebrenica, de la ville même de Srebrenica et de Potocari. Il y a un grand nombre de victimes civiles et un grand nombre de dégâts occasionnés aux biens civils. Lorsque le colonel Kingery et les observateurs avaient le temps de compter, ils ont compté jusqu'à 200 obus qui pouvaient tomber sur Srebrenica en une journée. Le lendemain, le pilonnage s'est poursuivi. On le voit ici. Dans ce rapport, le pilonnage a commencé à 8 heures du matin. Il semble se concentrer sur les zones les plus densément peuplées, comme la ville de Potocari. Et il se concentre sur les civils. Et le 8 juillet, donc, les Serbes ont capturé 3 postes d'observation qui se trouvent au sud de l'enclave, Foxtrot et 2 autres. Foxtrot, Uniforme et Sierra. Donc, nous avons des forces qui viennent du sud et qui se dirigent vers la ville de Srebrenica. Et l'OP Foxtrot fait rapport du fait qu'un char le visait directement. Et de ce fait, les casques bleus ont dû se retirer dans leur véhicule blindé puisqu'ils étaient menacés par ce char. Vous verrez qu'il y avait des combattants musulmans dans les environs à ce moment-là et qu'ils ont essayé de résister à la VRS et qu'ils se sont positionnés entre les différents postes d'observation des Nations Unies. Donc, lorsque ce véhicule blindé des Nations Unies essayait de se retirer parce que le char serbe essayait de le déloger de son poste d'observation, vous verrez que les musulmans essayaient de faire en sorte que les casques bleus restent sur place parce qu'ils avaient peur que sinon, s'ils partaient, cela ne ferait qu'entraîner la chute de l'enclave. Donc, un d'entre eux a tiré sur le véhicule blindé de transport de troupes, tuant un soldat de la Dutch Bat. Ensuite, à la fin de l'après-midi, le 8 juillet, le général Tolimir et le général Nicolai de la Fort Pronu ainsi que le général Janvier entament une certaine série de conversations téléphoniques à propos de l'attaque. Le général Nicolai était un général néerlandais basé au commandement de la Fort Pronu à Sarajevo. Il était donc chef d'état-major de général Smith. Le général Smith étant le chef des forces des Nations Unies en Bosnie. Au cours de cette attaque, le général Smith n'était justement pas sur place. Donc le général Nicolai a été chargé de contacter l'état-major général. Et nous entendrons aussi parler du général Gobillard, un général français, qui était chargé du secteur Sarajevo de la Fort Pronu et qui était aussi en contact avec l'état-major principal. Le général Gobillard répondait également au général Smith, mais il était à la tête d'un autre bureau, si vous voulez, qui se trouvait, lui, basé à Sarajevo. Et vous entendrez également parler de conversations auxquelles a participé le général Janvier. Le général Janvier était un autre officier français, général, lui aussi. Il était responsable de toutes les forces des Nations Unies se trouvant sur place. Il était basé à Zagreb et il était le supérieur direct du général Smith. Donc vous aviez Janvier, Smith, Nicolai et Gobillard. À de maintes reprises, vous entendrez parler des conversations qui ont eu lieu entre le général Tolimir et ses représentants des Nations Unies.
Dans ces conversations, la Fort Pronu disait au général Tolémire, vos forces attaquent, elles visent des positions de la Fort Pronu, elles visent des cibles civiles, comme on le voit très clairement dans tous les rapports émanant de sources extrêmement diverses et adressées à la Fort Pronu. Le général Tolémire niait alors que c'était effectivement le cas, il niait que la VRS était en train d'attaquer qui que ce soit. Il affirmait quant à lui que c'était les musulmans qui étaient à l'origine de ces attaques en violation d'accords préalables antérieurs. Il affirmait que ces informations ne correspondaient pas à celles de la Fort Pronu, qu'il avait besoin de temps pour entrer en contact avec ses subordonnés commandants ou bien avec ses supérieurs, du temps pour délivrer des ordres, qu'il devait consulter Mladic, qu'il avait besoin de temps pour vérifier l'information sur le terrain, pour voir si l'information qui lui parvenait était erronée. En tout état de cause, vous entendrez qu'à de maintes reprises, il a voulu reporter tout contact ultérieur avec les Nations Unies et comme vous l'entendrez, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, il s'agissait là bien sûr d'une tactique dilatoire délibérée permettant aux forces du général Krstić de grignoter davantage encore l'enclave, avançant de plus en plus vers la cible ultime qui consistait à l'éliminer de la carte. Alors même que le général Tolémire affirmait qu'il n'y avait pas d'offensive. Et vous venez de voir qu'il y a eu un rapport intérimaire de combat le 6 juillet faisant état du fait que le général Krstić parlait d'une attaque décisive. Ce que vous voyez ici donc, c'est une situation, c'est un rapport du corps de la Drina signé par le général Ivanović et daté du 8 juillet. C'est un rapport adressé au général Krstić. Commandement du corps de la Drina parce que le général Jivanović est maintenant de retour au commandement du corps à Vlasenica. Que dit-il? On le voit ici à l'écran. Le commandement de la Fort Pronu de Sarajevo a émis une protestation adressée à l'état-major principal à propos d'opérations menées contre le point d'observation Fort Pronu dont il fournit les coordonnées. Et il s'agit en réalité du poste d'observation Foxtrot. Celui qui a été visé par un char de la VRS, opération ayant abouti au décès d'un soldat néerlandais pris pour cible par un musulman. Mais c'est ce dont il parle ici, de ce poste d'observation Foxtrot. Et il poursuit en disant que le commandement de la Fort Pronu a insisté sur le fait que ce point avait été pris lors d'une opération menée à l'aide d'armes d'artillerie et d'un char. L'état-major principal de la VRS a répondu que le commandement du corps de la Drina avait été informé que les musulmans avaient utilisé 6 transports de troupes blindés peints en blanc et portant des indications qu'il s'agissait de véhicules de la Fort Pronu et que les musulmans avaient lancé les opérations d'offensive de Srebrenica afin de relier les enclaves de Srebrenica et de Jepa. Le général Ivanović fait donc état ici dans son rapport du fait que l'état-major principal essaie de vendre les arguments qui sont présentés ici à la Fort Pronu de Sarajevo lorsque la Fort Pronu présente des doléances. Et là encore, il se peut qu'il y ait eu effectivement des missions de sabotage ponctuelles menées par les musulmans à la fin du mois de juin. Mais comme on l'a vu et comme le montreront les éléments de preuve, cette opération de combat contre Srebrenica était en préparation depuis longtemps. Et c'est maintenant, aux dates qui nous intéressent et dont nous parlons, qu'elle intervient véritablement. Une fois encore, l'état-major principal, d'après Jivanović, d'après son rapport, accuse les musulmans de ne pas démilitariser, ce qu'ils n'avaient pas fait, et exige de la Fort Pronu qu'elle installe ses postes d'observation au bon endroit. Et enfin, je poursuis la lecture. L'état-major principal vous a ordonné de ne pas attaquer la Fort Pronu, mais de prévenir
toute surprise et de faire en sorte que les musulmans ne parviennent pas à relier Srebrenica et Jepa. Là encore, c'est l'état-major principal, le général Tolimir, en particulier, parce que vous verrez la salutation qui figure à la fin de ce courrier. Bonne chance dans l'effort de guerre et salutations de la part du général Tolimir. Le général Tolimir, donc, se trouve soit au commandement du corps de la Drina avec le général Jivanovic à ce moment-là, ou bien il est en contact avec le général Jivanovic à partir de l'état-major principal. Quoi qu'il en soit, lorsque nous parlons de l'état-major principal ici, nous parlons du général Tolimir, comme nous l'avons vu d'ailleurs dans les différentes conversations. Et c'est aussi le général Tolimir qui dit qu'ils savent jusqu'où ils peuvent aller avant que la Fort Pronu demande un appui aérien ou des frappes aériennes. Ils savent précisément jusqu'où ils peuvent aller. Et vous verrez dans leur réponse à la Fort Pronu que les choses se font de manière très minutieuse. Ils ne peuvent pas nier l'évidence, ils ne peuvent pas nier que leurs chars attaquent parce que les musulmans n'avaient pas de chars. Ils présentent donc des allégations contraires et essayent de détourner la réalité des choses. Nous avons donc ici tout un ensemble de courriers de protestation. Nous examinerons un certain nombre d'exemples de ce genre de courrier. Le général Nikolai, ou plutôt les Nations Unies, précisent dans les notes que il parlait avec le général Tolimir, qu'il avait parlé au général Tolimir cet après-midi-là sur l'offensive de la VRS contre le poste d'observation Foxtrot. Bien que le général Tolimir ait promis que les positions de la Fort Pronu, les positions des Nations Unies en général ne feraient pas l'objet d'offensive, on se retrouve là avec deux positions de la Fort Pronu situées à environ 500 mètres à l'ouest du poste d'observation Foxtrot qui sont encerclées par les soldats de la VRS. Sierra et uniformes qui ont été mis en place lorsque la VRS a supprimé ECHO dont nous avons déjà parlé. Et vous entendrez également des éléments de preuve indiquant que ces postes d'observation ont été entourés et que les casques bleus ont dû se rendre. Nous voyons à ce moment-là l'implication de l'état-major principal s'accroître. C'est une demande qui émane du général Zivanovic, qui date du même jour, le 8, et qui demande à l'état-major d'accroître ses activités de propagande vis-à-vis de l'enclave. Nous verrons d'ailleurs, nous avons vu plusieurs exemples de cela vendredi. Il y a déjà exemple de situation dans laquelle le général Zivanovic s'adresse au général Gvero afin que la population musulmane soit encouragée à partir. Comment gérer la situation dans ce climat d'horreur qui a été instauré. Et nous verrons que très rapidement, le lieutenant-colonel Milovan Milutinovic, qui était chef du centre de presse de l'état-major principal, est envoyé à Srebrenica. On le retrouve sur le terrain, on le voit présent à l'hôtel Fontana, lors de réunions, plus tard à Jepa, tout ceci ayant été filmé. Tous ces films n'ayant qu'un but de propagande et utilisés largement par la VRS. Et vous verrez également le général Tolimir commandant des haut-parleurs pour le général Milutinovic à Jepa. Nous avons donc une participation de plus en plus active de l'état-major principal. Le lendemain, au cours de l'après-midi, le 9, nous avons le général Nikolai. L'offensive se poursuit, les soldats avancent, rien n'arrête la VRS. Vous entendrez qu'ils tirent sur les postes d'observation, que les casques bleus doivent se rendre. Parfois, ils doivent se rendre alors qu'ils font l'objet de tirs et de menaces d'usage de la force de la part de la VRS. Et vous entendrez également que dans d'autres situations, ils se rendent de manière plus ou moins volontairement. Parce qu'ils craignent d'être pris dans des tirs croisés. Tirs des soldats de la VRS qui restent sur place, tirs de mortier, tirs de chars. Et vous entendrez également que d'autres craignaient d'être pris pour cible par les musulmans, ce qui était arrivé à un soldat la veille. Nous avons donc le général Nikolai qui s'inquiète de plus en plus. Les soldats
sont rentrés dans la zone de sécurité, ont avancé de 4 km et se trouvent à 1 km du centre de la ville. Il insiste pour qu'il y ait retrait de la VRS. Quelle est la réponse du général Tolémir? Son information relative à la situation est autre. Nikolai prévient que le bataillon néerlandais devra maintenant défendre la zone de sécurité et réitère sa demande de retrait. La réponse du général Tolémir est la suivante. Il promet de vérifier l'information sur le terrain, même s'il ne pense pas qu'elle soit exacte, et demande au général Nikolai de rappeler 30 minutes plus tard. A little while later, Un peu plus tard, the court's indulgence. je demande une petite minute de patience, excusez-moi. Vous entendrez que le général Janvier de Zagreb s'en mêle. Nikolai est à Sarajevo, souvenez-vous. Janvier appelle l'état-major principal et laisse un message. Vous le verrez. Je cite. Un message très simple, vous devez retirer vos forces qui mènent l'offensive aux environs de Srebrenica d'ici à 8 heures demain matin. Nous avons ensuite une autre conversation, après cet avertissement du commandant des forces des Nations Unies, le général Janvier, conversation donc entre les généraux Nikolai et Tolémir. Tolémir assure Nikolai du fait qu'il a bien transmis le message à ses commandants subordonnés et que la VRS n'avait pas de problème particulier, que ce soit avec les musulmans ou avec la Force-Pronu dans la zone de Srebrenica, et que les soldats de la Force-Pronu étaient traités convenablement. Nikolai ne l'entend pas de cette oreille. Il insiste sur le retrait en précisant qu'un fort avertissement sera délivré avec l'appui du général Janvier et M. Akashi, représentant spécial du secrétaire général. Le général Tolémir confirme avoir bien compris le message et redit qu'il n'y a pas de conflit entre la Force-Pronu, la VRS et la population civile de Srebrenica. Encore une fois, il tourne le problème et dit que les seuls problèmes auxquels ils sont confrontés sont des problèmes liés à l'armée de Bosnie-Herzégovine, l'armée musulmane et la partie sud de l'enclave de Srebrenica, ainsi que la tentative menée par la BIH de relier les enclaves de Jepa et de Srebrenica. L'offensive de la BIH menée de l'intérieur de la zone militarisée a été empêchée par la VRS. Ce sont les opérations menées par la BIH à partir de la zone démilitarisée qui constituent une violation. Nikolai répète que ce que dit Tolémir ne correspond absolument pas à la réalité. Il répète que leur offensive est une menace pour la population civile de Srebrenica, est une attaque directe contre la zone de sécurité. Encore une fois, le général Tolémir n'en reste pas là. Il poursuit en disant que les musulmans utilisent un armement lourd, des transports de troupes blindés. Le général Nikolai dément vigoureusement que tout transport de troupes blindées du bataillon néerlandais est utilisé, qu'il s'agit là de fausses informations. Nikolai l'avertit que les Nations Unies devront utiliser tous les moyens à leur disposition pour défendre l'enclave. S'ensuit la délivrance du document suivant
Plus tard dans la journée, document du général Tolimir. On voit que le document a été reçu à 20h25 ce soir-là. C'est ce que dit le tampon que porte ce document. Ce document est envoyé par le commandement du corps de la Drina de Vlasenica, le poste de commandement. On y voit la signature dactylographiée du général Tolimir, ce qui suppose que le général Tolimir se trouvait à ce moment-là au commandement, ce qui est logique. Ce qui est logique, puisqu'on sait que l'état-major principal préfère placer ses généraux en avant de façon à ce qu'ils puissent diriger les opérations, influencer la situation sur le terrain. Le général Tolimir ici fait rapport de ce que nous venons de voir à l'instant, à savoir la demande de Nikolai, demande de retrait. Il parle également de la demande de retrait du général Janvier que nous avons examinée il y a quelques minutes à peine. Que dit le général Tolimir au commandant sur le terrain? J'ai répondu au commandant de la Fort Pronu que je vérifiais l'information concernant la situation de Srebrenica et que leurs hommes étaient en sécurité. Je prévois de leur parler dans 40 minutes. Envoyer un rapport de situation sur ce qui se passe sur le terrain toutes les heures de façon à ce que je puisse contacter la Fort Pronu, ce qui vous permettra de poursuivre vos activités conformément à ce qui est prévu. Faites bien attention à protéger les membres de la Fort Pronu et la population civile. Je vous félicite de vos résultats et je vous souhaite bonne chance dans nos activités de guerre. Alors, ce qui signifie ce qui vous permettra de poursuivre les activités telles que prévues. Voilà ce que dit le général Tolimir. Tolimir sait précisément ce qui est prévu, il fait partie du plan et il fait ce qu'il peut pour donner plus de temps au général Krstić et à ses hommes de façon à ce qu'ils puissent effectivement mener à bien le plan en question. Il sait qu'il ne peut pas laisser en attente les Nations Unies indéfiniment. Il faut qu'il leur dise quelque chose, il faut simplement qu'il essaye de gagner du temps et il sait qu'une heure, c'est beaucoup de temps. Alors, il les couvre pendant un moment pour, comme il le dit lui-même, leur permettre de poursuivre leurs activités conformément à ce qui est prévu. Et puis, il sait jusqu'où il peut aller puisqu'il rappelle au commandant, faites particulièrement attention à protéger les membres de la Fort Pronu. Faites-les partir des postes d'observation. Détruisez les postes d'observation s'il le faut, mais sans aller plus loin. Le général Nikolai a dit qu'il y aurait un vif ou un fort avertissement écrit. Il l'a dit et le voici. Il fait référence aux attaques menées par la VRS, au cours de laquelle la zone de sécurité fait l'objet de tirs aléatoires, où l'on vise toutefois directement des civils. Certains tués dans le cadre de ces opérations. Voilà ce dont il est fait rapport aux Nations Unies, ce qui se passe exactement sur le terrain. Nous avons continué à utiliser des armes lourdes pour tirer dans la zone de sécurité à 1 kilomètre au sud de la ville. Une autre demande de retrait, de cessation des activités. Et ici, les Nations Unies disent à la VRS de manière on ne peut plus claire, nous sommes en train de mettre en place ces positions pour faire barrage aux attaques. Position dont j'ai parlé il y a quelques instants avec les transports de troupes blindés, le représentant spécial, le secrétaire général, M. Akashi, le commandant des forces, le général Janvier, ont décidé que si ces positions de barrage étaient attaquées, on ferait appel à l'appui aérien de l'OTAN. Un peu plus tard ce soir-là, à 23h10 exactement, on trouve une conversation interceptée. T fait référence à Tolimir. Dans cette conversation interceptée, on n'a qu'une partie de la conversation, à savoir les propos tenus par le général Tolimir. Celui-ci dit
J'ai reçu le message contenu dans le courrier du général. À savoir l'avertissement qui a été émis. Et c'est une conversation interceptée entre le général Ptolémyre et le général Janvier, je le précise. Donc les choses sont remontées jusqu'en haut du commandement onusien. Et il dit « J'ai reçu l'avertissement ». Et le général Ptolémyre répète cette mantra. Les relations avec les membres de la population civile musulmane, les relations avec tous les membres des Nations Unies sont tout à fait convenables. Tout à fait convenables. Et encore une fois, il tourne les arguments en présentant des affirmations contraires. Il dit, le général est sans doute informé du fait que les musulmans, au cours de ces jours derniers, ont procédé à des attaques et qu'ils ont brûlé un certain nombre de nos villages. Janvier, quant à lui, a réitéré de manière très claire ce que veulent les Nations Unies, à savoir le retrait du VRS. Le général Ptolémyre répond « Je comprends le général, mais à ce stade, il est extrêmement difficile de procéder à de quelconques mouvements puisque l'intégralité de la zone est une ligne de front active. » Et il dit « À ce stade, je n'ai même pas une image claire de l'ensemble de la situation. » Et vous voyez de la réponse suivante du général Ptolémyre que le général Janvier insiste encore une fois sur le retrait. Il dit « Il est particulièrement difficile de faire quoi que ce soit puisque les musulmans attaquent sur tous les fronts, tout autour de l'enclave. » Et il dit « Je comprends le général, je le remercie, mais il est difficile de parler de retrait avant la fin des activités de combat. » Il assure le général Janvier qu'il va parler au général Mladic et il dit « Nous faisons de notre mieux pour stabiliser la situation et ce le plus vite possible. » Il dit que la chose est assez compliquée. Je remercie le général, poursuit-il, et je souhaite également lui transmettre un message personnel, à savoir que nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour apaiser la situation et trouver une solution raisonnable. Alors, examinons la situation et voyons ce qu'a véritablement fait le général Ptolémyre pour apaiser la situation, justement. Voici un autre rapport de combat intérimaire du général Krstić, émis ce soir-là. Il porte un tampon indiquant l'heure 23h20. Donc à peu près au moment où le général Ptolémyre parlait au général Janvier. Le général Krstić envoie ce rapport de combat intérimaire de Porbiczewac. Il commence ainsi. Le 9 juillet 1995, nos unités ont mené une violente attaque séparant les entraves de Shepa et de Srebrenica. Menant à bien la tâche qu'il convenait de réaliser immédiatement et créant les conditions permettant d'élargir l'attaque vers Srebrenica. Le général Krstić fait également part d'une proposition. Tirer parti du succès engrangé, regrouper les forces et mener une attaque vigoureuse et décisive contre Srebrenica. Je rappelle l'heure 23h20, d'après le tampon que porte ce document. Alors, que va faire le général Ptolémyre ensuite? Alors qu'il a donné des garanties personnelles, selon lesquelles il allait tenter d'apaiser la situation. Eh bien, il envoie ceci. Vous verrez que ceci émane de l'état-major principal de la VRS. Ce document indique donc que le général Ptolémyre est à ce moment-là de retour au poste de commandement de l'état-major principal. À Tsarnarijeka, au moment où il écrit ceci, vous remarquerez également toute une série de chiffres. Tout en haut à gauche de l'écran. Strictement confidentiel, numéro 12/46.
Nous allons bien sûr nous habituer à cette présentation lorsque nous examinerons les documents. Ce nombre 1246 désigne le secteur du général Tolémir et le chiffre 46 en particulier désigne l'administration ou le département chargé de la sécurité au sein du secteur renseignement et sécurité. Donc ce document émane quasiment de son bureau. Et il est signé par lui. Nous voyons l'heure de réception du document, 23h50. Et vous verrez qu'il n'est pas très difficile pour le général Tolémir de faire la navette entre Tsarnarijeka et Vlasenica, puisque la distance qui les sépare est extrêmement limitée. To Generals Guerrero and General Krstić personally. Il l'envoie au président Karadzic, comme on le voit ici, au général Guerrero et Krstić, également au poste de commandement avancé de Privitchevac. Ses autres collègues de l'état-major principal vraisemblablement ont été en contact les uns avec les autres, ont communiqué puisqu'il sait qu'il doit adresser ce courrier directement au général Guerrero. Et pourquoi le général Guerrero se trouve-t-il à Privitchevac? Parce qu'il y représente l'état-major principal. Mladic se trouve ailleurs, sur le terrain. Guerrero et son homme, sur place, à Privitchevac, il y est pour évaluer la situation, pour obtenir des informations de Krstić, pour voir si d'autres mesures doivent être prises, pour évaluer quels sont les problèmes qui se posent, pour essayer éventuellement d'apporter des conseils et pour faire remonter l'information en temps réel vers l'état-major principal. Voilà comment fonctionnait la VRS. Le général Tolémir transmet ces informations cruciales au président Karadzic, qui est informé de cette opération qui a réussi autour de Srebrenica. Les résultats obtenus leur permettent d'occuper la ville même de Srebrenica. À l'évidence, le général Tolémir obtient en temps réel ou quasi les informations qui remontent du terrain, informations qu'il transmet à Karadzic. Le président de la République est satisfait des résultats et est d'accord pour que se poursuivent les opérations en vue de prendre le contrôle de Srebrenica, pour désarmer les groupes terroristes musulmans et pour terminer la délimitarisation de l'enclave. Vous voyez ici que Karadzic a donné son feu vert. Son feu vert à quoi? À la proposition faite par l'état-major principal de terminer l'opération de prise de contrôle. Vous avez vu le rapport de combat de Krstić. C'est envoyé directement au général Tolémir et il est clair que Tolémir est en contact direct, personnel avec le président Karadzic, en contact direct, ou alors il reçoit des informations complètes d'une tierce partie, peut-être du général Mladic, qui lui a les informations. Car le général Mladic doit lui aussi avoir donné son aval. Le président de la Republika Srpska a donné l'ordre que dans les opérations de combat de suivi, on protège pleinement les membres de la force ONU et la population civile musulmane, que leur sécurité soit garantie. Des informations précises sont données, des instructions concrètes d'assurer la sécurité, la protection optimale, l'ordre de ne pas détruire de cibles civiles. Mais ceci n'est pas animé par des velléités humanitaires de la part de l'état-major principal ni de Karadzic, car ils savent qu'ils sont vraiment à deux doigts de réaliser les objectifs stratégiques 1 et 3. Ils sont vraiment à deux doigts du succès et ils ne veulent pas compromettre ce succès. Ils ne veulent pas que la communauté internationale soit poussée
à intervenir parce qu'il y aurait des exactions. Et Guerrero, Tolémir le savent tout particulièrement parce que ce sont les généraux qui, après Mladic, ont le plus de contact avec la communauté internationale et qui sont le plus attentifs à ce qui se passe dans le monde, à la façon dont le monde réagit. Vous allez voir la rapidité avec laquelle ceci se passe. En à peine une demi-heure, après le rapport de combat intérimaire de Krstić, Tolémir envoie cette communication capitale à Karadzic, à Krstić et à Guerrero. Pas de jeu d'atermoiement qu'il a joué avec les généraux de la Force-Pronu pendant 2 jours. Non, non. Il n'a pas dit « je vous rappelle dans 40 minutes ». Non. Et il dit au président « voici ce qui se passe sur le terrain et vous allez avoir des preuves convaincantes que le général Tolémir savait du début à la fin de ses conversations avec Nicolas et Janvier ce qui se passait sur le champ de bataille de Srebrenica. Quand le moment capital est venu de prendre cette décision capitale, elle aussi, à ce moment-là, Tolémir a agi vite parce qu'il avait été suffisamment informé, il avait les informations nécessaires et il était certain que c'était une bonne proposition militaire que celle que faisait Krstić. Et lui faisait partie de tout ce mécanisme, de ce processus de prise de décision et d'approbation de décision. Il n'est pas surprenant de voir l'attaque se poursuivre. Attaque décisive qui est en cours et qui le reste. Attaque destinée à prendre la ville. Le lendemain matin, on voit une conversation entre le général Mladic et le général Janvier. C'est toujours la même litanie. « Oh, je ne sais pas ce qui se passe. Il faut que j'aille sur place. Il faut que je vous rappelle. Il faut que je parle avec le commandant subordonné. Les musulmans attaquent. Nous, on n'attaque personne. » Que ce soit le général Tolémir, le général Guerrero ou le général Mladic, c'est toujours la même chose, le même scénario. Le 10, vous allez le voir, encore plus de misère, encore plus de victimes civiles. Augmentation du nombre de tués et de blessés. Les véhicules blindés de la Force-Pronu sont endommagés lorsqu'on envoie un véhicule pour aller rechercher un autre. Eh bien, c'est ce véhicule de secours qui est la cible des tirs de la VRS. Vers 11 heures, nous avons un rapport de bombes, de obus, sans doute des obus de 155 mm, attaquent et touchent l'hôpital. Les vitres sont brisées, des éclats partout, une pluie d'éclats sur les murs et sur les chambres de l'hôpital. Difficile d'avoir des interventions chirurgicales, très difficile. Et on dirait maintenant que la VRS prend pour cible l'hôpital et le périmètre entourant l'hôpital. Le billonnage se poursuit, persiste, et d'après ce que peuvent constater les observateurs militaires, la situation ne peut que empirer, et elle se détériore effectivement. Vous allez voir d'autres rapports semblables à celui-ci. On voit les gardiens de la paix voient des incendies détruire des villages au sud de l'enclave. Et pendant cette période, au cours de laquelle les positions d'arrêt sont établies, les gardiens de la paix, les forces gardiennes de la paix sont la cible de tir. Vous entendrez des membres du Dutch Bat, des officiers, dont Egberts,
qui dira qu'au départ, il lui était impossible de savoir si son véhicule était vraiment pris pour cible ou si c'était simplement que les tirs étaient rapprochés ou qu'on prenait pour cible quelque chose qui était tout près de son véhicule. Mais lorsqu'il a déplacé son véhicule, eh bien, les tirs l'ont suivi. Et lorsqu'il est revenu à sa première position, les tirs se sont de nouveau dirigés sur cette première position. Ces pilonnages se poursuivaient, qui provoquaient, comme prévu, par la VRS, un afflux de la population vers le centre de la ville. Le colonel Frankert rappelle que ce furent vraiment des bombardements massifs, le 10. Et il a dit à ses hommes de ne plus faire le décompte des obus qui tombaient. Que s'est-il passé à ce moment-là? Il n'y avait déjà plus beaucoup de résistance de la part des combattants, de certains des combattants musulmans, et le peu qu'il y avait a cessé, s'est effondré. Ce qui veut dire que ceux qui restaient du bataillon néerlandais, du Dutch Bat, étaient tout à fait exposés. Nouvelle écoute à 20h15 ce soir-là. Interviennent les généraux Janvier et Tolimir. Nous allons le voir. P, c'est l'interprète, l'intermédiaire qui travaille pour le général Janvier. Et T, c'est Tolimir. Janvier dit à Tolimir que ses unités attaquent ses soldats. Tolimir dit, moi, je n'ai pas ce genre d'informations. Je vais essayer de savoir ce qui se passe, je vais téléphoner, mais je ne pense pas qu'on attaque vos soldats parce qu'on a essayé de ne pas les attaquer jusqu'à présent. Et c'est un peu un mensonge que le sien. Il nie avoir ces informations. Il dit qu'il va vérifier, qu'il va demander à ses commandants. On ne m'a pas dit qu'une attaque était en cours, mais bien sûr qu'il y avait une attaque parce que Tolimir a été un des hommes les plus importants qui a permis d'obtenir l'aval nécessaire au plus haut niveau pour que cette attaque ait lieu. Une fois de plus, nous avons le général Tolimir qui fait tout ce qu'il peut pour se débarrasser des Nations Unies. Il dit, voilà, je vais essayer de voir ce qu'il en est, établir un contact pour voir la situation, mais Janvier insiste, il dit, il faut qu'ils se replient sur leur position précédente. Tolimir répond, je comprends parfaitement. Adressez-lui mes salutations. Et je vais vérifier. Rappelez-moi dans 20 ou 30 minutes. Vous le voyez ici, le général Janvier sait qu'on le fait tourner en rond. Il dit, moi je comprends bien que vous êtes très bavard et c'est tout ce que vous savez faire, parler. Tolémir répond, mais je vous comprends, je vais vérifier, je vais vérifier. Je vais voir si c'est vrai. You'll see other conversations. D'autres conversations, plus précisément, ce soir-là, ont lieu entre les mêmes interlocuteurs et ressemblent à celle-ci. Tolimir affirme qu'il a ordonné un cessez-le-feu, a ordonné qu'on arrête l'attaque et il affirme que les musulmans ont forcé la Fort-Pronu à tirer sur les Serbes. Il est ravi, dit-il, de rencontrer le lendemain, le 11 janvier à Sarajevo, le général Gobea. Mais il dit qu'il a besoin de plus de temps. Il lui faut du temps, des informations. Il dit que les musulmans ont semé toutes sortes de rumeurs à propos de la situation réelle et il demande une fois de plus qu'il y a une attaque de la VRS. Il dit que ce sont peut-être les musulmans qui attaquent. Il propose à Janvier de parler à Mladic le lendemain matin. Ce qui veut dire que lorsqu'arrive
le 11 juillet. C'est un chaos complet, une confusion totale qui règne à Srebrenica. Les gens étaient atterrés, terrifiés. Il tombait des obus. Les gens se rassemblaient, s'agglutinaient autour de la base de la compagnie B, la base des Nations Unies. Donc un obus est tombé, provoquant des morts et des blessés. Et vous verrez qu'à un moment donné, les civils n'en pouvaient plus. Ils avaient subi des bombardements incessants. Ils étaient entassés dans cette ville. Et la seule issue, c'était effectivement de partir. Ils ont donc décidé de prendre la fuite, de s'enfuir. Rappelez-vous, la compagnie Bravo, la compagnie B à Srebrenica, ça se trouve, la ville est au sud de la compagnie C. Là se trouvait la base de Potocari, ce qui veut dire que les civils ont décidé d'essayer d'aller dans un endroit qui soit plus sûr. Ils sont partis à pied, formant une colonne énorme, interminable, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des blessés qui prenaient ce qu'ils avaient, quelquefois ne pouvaient rien emporter que leur propre vie pour essayer de parvenir dans un lieu plus sûr, qui pour eux, espéraient-ils, serait Potocari. Et lorsque les Nations Unies se sont rendus compte de ce qui se passait, ils ont fait de leur mieux. Ils ont envoyé pour les aider des camions. Ils ont dit aux forces d'escorter ces personnes. Le colonel Kangoré, un autre officier du Dutch Bat, a dit que le pilonnage s'est poursuivi pour essayer de forcer ces personnes, de les pousser vers Potocari, en faisant un effet d'entonnoir. Et la colonne elle-même n'a pas été attaquée, mais de part et d'autre tombaient les obus. Et les gens comprenaient bien qu'on les poussait en direction de la base de Potocari. Dans un premier temps, les civils ont été placés dans une base, mais elle a débordé de gens. Il y avait tellement de monde qu'on a commencé à les placer dans des usines désaffectées, dans d'autres bâtiments qui se trouvaient au sud de la base. Ces gens étaient terrifiés à leur arrivée et les enfants hurlaient. Ils espéraient trouver un peu de sécurité, mais ils étaient en plein air dans ces lieux, dans ces usines désaffectées au sud de la base des Nations Unies. Et finalement, il y a eu, dans l'après-midi du 11 juillet, un appui, un soutien aérien rapproché, suivi aussitôt de menaces de mort prononcées par la VRS. Vous l'entendrez dire par des témoins. À l'aide d'une radio, la radio d'un des véhicules transporteurs de troupes capturés, les Serbes ont fait dire par un des hommes du Dutch Bat qu'ils avaient pris en otage à Bratonac, pour faire dire que voilà, nous allons tuer vos hommes si les attaques de soutien aérien rapproché se poursuivent. Autre menace, celle de pilonner la base et la zone entourant cette base où se trouvaient les civils si ce soutien aérien se poursuivait. Le colonel Franken, le commandant adjoint, il était commandant à l'époque du Dutch Bat, et il a dit que cette menace qui était de tuer les otages onusiens, il ne l'avait pas très prise très au sérieux. Mais il a pris très au sérieux cette menace de pilonnage de la base et des civils très au sérieux parce qu'il l'avait déjà vu de ses propres yeux. C'est ce qui s'était passé tout du long. Et il se disait que la VRS était parfaitement à même de mettre command post. exécution cette menace. Tolimir n'était pas au poste de commandement de l'état-major principal le 11 juillet. C'est ce que semblent indiquer certains éléments de preuve. Le général Guerrero l'avait remplacé en tant qu'officier principal.
Vous entendez des conversations qu'a Nicolas avec Véro, qu'a Gobillard avec Véro, et pratiquement cette litanie se répète, cette mantra. Ici, c'est Gvero qui parle, mais Tolimir aurait pu dire exactement la même chose. Rien à cacher, on n'a jamais rien fait, on n'a jamais pu donner des positions onusiennes, on ne prend pas pour cible la population civile. Et il y avait eu cette menace transmise par la radio, et le général Gvero, qui, disons, est un peu plus subtil, il dit, lui, au général Nicolas, si Nicolas n'ordonne pas la cessation des bombardements de l'appui soutien aérien rapproché, si on ne retire pas les avions de l'OTAN, eh bien, il sera lui-même responsable de ce qui va se passer, de ce que ces gens vont subir. Et là aussi, il a pris cette menace en sérieux. Cette menace qui disait que si vous posiez des bâtons dans les roues, eh bien, vous alliez être bombardé. Comme le général Gobillard et lui prenaient cette menace très au sérieux, ils ont dit que le bombardement, que le soutien aérien rapproché devait cesser. Et il cessa. Une fois de plus, le général Gvero dit à Nikolai, « Ce n'est que de la propagande musulmane. » Le recours à la puissance aérienne de l'ONU n'a pas du tout dissuadé la VRS. Au contraire, elle insiste, elle persiste et signe. Nous avons ici le général Gvero qui est en communication directe avec le président Karadzic. Et ceci montre que Tolimir était en contact direct avec Karadzic dans la soirée ou dans la nuit du 9 au 10 juillet. Ici, nous avons une écoute qui intercepte la conversation de Gvero avec Karadzic. Je viens de parler à ce Nikolai. Et il dit arrêtez d'attaquer les Nations Unies. Et moi, je lui ai dit que ça venait sûrement des musulmans, cette information, que nous, on n'a pas attaqué les Nations Unies. Et je lui ai demandé d'arrêter l'opération immédiatement et de faire partir ses avions. Réponse, ne t'en fais pas, tout marche comme sur des roulettes, comme nous l'avons prévu. C'est ce que dit Gvero au président Karadzic. Et il dit, oui, on va essayer parce que vraiment, ils deviennent vraiment très embêtants. Salut, bonne chance. Et comme Tolimir dit à Kerstic et à Jivanovic le 9 juillet, rappelez-vous, eh bien, moi, je m'occupe des Nations Unies, comme ça, vous pourrez réaliser le plan prévu. Quelques minutes plus tard, nous avons Gvero en contact direct avec le président Karadzic. Il dit, voilà, et ici, l'argent serbe, parce que ici, Srebrenica, c'est en fait le nom d'une mine d'argent qu'il y avait. Vous aurez l'argent serbe, l'église serbe, le drapeau serbe. Il y a un lien essentiel de transmission. C'est l'état-major principal de la VRS pour communiquer avec le président Karadzic. Vous avez l'agent chargé des interceptions dans l'armée de la BH. Je dis Gvero est le seul présent aujourd'hui à l'état-major. Il appelle cet état-major le commandement suprême, comprendront qu'il parle, ce faisant, de l'état-major principal de la VRS. Il y a ces mensonges qu'on continue sans arrêt de propager. C'est Gobillard maintenant qui parle au général Gvero. Et comme l'avait fait Tolimir, Gvero nie que on est tiré sur les membres des Nations Unies, dit que ce sont les musulmans qui l'ont fait. Nos effectifs n'ont pas ouvert le feu.
les civils de Srebrenica ne sont pas nos ennemis et nous ferons tout ce que nous pouvons pour les protéger. On n'a pas attaqué. Les réfugiés qui viendront de notre côté seront en parfaite sécurité. Nous allons assurer leur protection. Guerrero émet un document plus tard dans la soirée, peu de temps après la tenue de cette conversation, ou de ces conversations, ce que j'interprète. This is of a On dit, voilà. Et c'est dans le droit fil des autres instructions données qui disaient de faire attention à la Fort-Pronu, de respecter les conventions de Genève. Le général Guerrero dit ceci. Par rapport à la situation qui règne dans toute l'enclave de Srebrenica, le suivi de la réaction de la Fort-Pronu et de l'opinion publique mondiale montre que en fait, les gens s'intéressent beaucoup au comportement de la VRS et des membres de la Fort-Pronu ainsi que des unités de la zone de Srebrenica. Ça veut dire de façon subtile qu'il ne faut pas ici faire de conneries. C'est à nous de jouer. Et il ne faut pas que la communauté internationale s'en mêle. Mais rappelez-vous ce que disait la directive numéro 7. Faites-le en catimini, en douce. Donc, ils savaient très bien jusqu'où ils pouvaient aller quand ils savaient qu'ils avaient fixé sur eux les yeux du monde. Donc, ces menaces, les mesures de visant à retarder les choses, les mensonges prononcés par les généraux Tolimir et Guerrero ont directement empêché l'intervention des troupes des Nations Unies, retardé la prise de décision et a permis à la VRS d'exécuter et de terminer son plan. And again, the UNMOs are reporting that Les observateurs militaires des Nations Unies disent que les réfugiés affluent, que le pilonnage de la ville se poursuit en dépit des frappes aériennes de l'OTAN. the latest ultimatum given by the VR Nations Unies, ce que j'interprète, et il dit voilà, le dernier ultimatum en date de la VRS, c'est que si les frappes aériennes se poursuivent, tout va être détruit par des bombes dans l'enclave, y compris la Fort-Pronu et les organisations UN, les Nations Unies. Ne croyez pas un mot de ce que disent ces généraux Tolimir, Guerrero, Mladic, quand on fait référence notamment au respect des conventions de Genève. Il y a de plus en plus de blessés, de personnes grièvement blessées. Il n'y a pas assez de médicaments en raison des restrictions imposées auparavant. 7 plays a tragic Directive 7 joue un rôle tragique ici. Et même lorsque l'enclave agonise, est à 2 doigts de la mort, vous le verrez, l'enclave de Srebrenica est tombée dans l'après-midi du 11 juillet. Vous verrez des images vous montrant le général Mladic accompagné de certains de ses officiers les plus importants, Jivanovic, Krstić, Vujadin Popovic, chef de la sécurité. Nous parlerons bien plus de lui dans un instant. Vous verrez le commandant du corps de la Drina, le commandant du 10e détachement de sabotage, Milorad Pelemis, qui entament tous cette marche triomphale dans les rues de Srebrenica. Qu'est-ce qui allait suivre? Je veux vous en donner un avant-goût et vous montrer Mladic face à la caméra. Il va vous dire ce qui va se passer.
Effectivement, à la veille d'une grande fête religieuse serbe, nous avons un cadeau à donner au peuple. Effectivement, après la rébellion contre les Daria, le moment est venu de se venger des Turcs. Le moment est venu de se venger des Turcs dans la région, dit-il. Je pense que c'est à peu près le moment de faire la pause. Le moment s'y prête bien. Le président, parfait, Monsieur TR. Allez-vous terminer aujourd'hui votre propos liminaire? J'en ai bien l'intention, dit Monsieur TR. Je crois l'impossible. Le président, sachez qu'il n'est pas possible d'avoir une autre audience vu le manque de salles d'audience. Réponse oui, je m'y conformerai. Nous allons reprendre à 11h moins 5.